Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Monday Time. Voilà, le nouveau rendez-vous. Donc vous devrez prendre l'habitude tous les lundis, une fois par mois, une émission sur le basket. Une fois par mois, une émission sur le rugby avec notre ami Yvan et notre ami Karim. Et une fois par mois, une émission sur le foot. On a l'honneur de commencer. Donc on vous salue tous. On va vous expliquer rapidement, je vais vous expliquer rapidement comment va se dérouler l'émission. On a la chance d'avoir 4 invités ce soir qui ont répondu présent à notre demande et je tiens déjà à remercier parce que la connexion s'est faite très rapidement et leur réponse a été positive et rapide. Donc c'est très important pour nous, donc on les remercie. Voilà, donc l'organisation de l'émission, dans un premier temps, chaque intervenant va parler ou de sa ligue, ou de son club, ou de son équipe. Il y aura un échange qui va durer quelques minutes. Ensuite, on va parler des résultats un peu des équipes phares de la grande région qui est la région PACA, que ce soit des équipes qui jouent en National 1 garçons, ou en National 2 garçons, en National 2 filles. On enchaînera sur un débat qu'on a voulu mettre autour de la formation parce qu'on a des invités qui sont de qualité, qui ont des expériences différentes. Voilà, que ce soit Jean-Pierre, président de la Ligue PACA, que ce soit Kevin, qui est un joueur de l'USAP, Kevin Lavieille, qui a joué en Pro B, qui nous expliquera aussi son parcours, par où il est passé. On a la chance aussi d'avoir Alexandre Casimiri, qui est le coach du Sapela en National 2, qui est aussi le coach des U15 France de l'entente Salon Sapela, qui est aussi lui est passé par de nombreuses saisons en tant que coach en National 1 ou en Pro B. Et on a aussi la chance d'avoir l'immense Olivier Ruiz, qui est manager général du SMUC. Un ami aussi avant tout qui est vraiment au club de Marseille, il nous le dira, je ne sais plus depuis combien de temps il est là, je crois qu'il était là avant le gymnase, voire avant le stade Vélodrome. Mais ça, il nous le reconfirmera. Voilà, donc on remercie aussi Mathieu qui est le créateur de cette émission. Donc pour être un peu plus dans le détail, et je pense que vous allez les voir à l'écran, Jean-Pierre Bruyère qui sera notre premier invité, président de la Ligue PACA, qui nous dira un peu, qui nous parlera de la ligue, de cette nouvelle ligue qui a été créée depuis 1 an, si je ne me trompe pas, et donc de cette union entre la Provence et la Côte d'Azur. Ensuite, on aura Kevin Lavieille, qui est un joueur de l'USAP, comme je vous l'ai dit, qui joue dans l'équipe de National 1, qui est actuellement blessé, et qui nous parlera de son intégration au sein du club, de sa venue à l'USAP, et des bons résultats de l'équipe en ce moment. Ensuite, sur la table d'en face, donc, nous avons Olivier Ruiz, qui est manager général du SMUC, responsable technique. Le SMUC qui est un club qui est vraiment très bon dans la formation, donc il nous parlera un peu de toute cette formation, de tout ce qui est mis en place au niveau du SMUC. Et ensuite on enchaînera avec Alexandre Casimiri qui est aussi la culture, double culture je dirais, puisqu'il est franco-américain. On lui posera des questions qui nous amèneront à lui demander un peu quels sont les points positifs de la culture américaine ou de la culture française. Il nous parlera aussi de son expérience de coach. Et moi, ce qui est intéressant avec Alexandre, c'est aussi bien un coach pro, puisqu'il a coaché des équipes de Pro B, de N1 et de N2 cette année à Salon. Et il est aussi investi sur les jeunes. Et ça, moi, ça me parle et ça me plaît tout particulièrement. Je vais laisser la parole à mon acolyte, qui sera avec nous tous les lundis, premier lundi de chaque mois pour l'émission de basket, qui est Loïc Doussang. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je rebondis sur ce qu'a dit Olivier, donc merci à tous les invités d'être présents ce soir. On va commencer avec Jean-Pierre Bruyère qui est président de la Ligue. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Une première question, Olivier l'a souligné, aujourd'hui, quels sont les bienfaits ou en tout cas qu'apporte au basket régional le fait d'avoir une ligue réunie? Alors il faut savoir d'abord que ça n'a pas tout à fait 1 an, puisque la Ligue a été mise en place le 15 décembre, donc on fêtera la première année dans peu de jours. Donc c'est le regroupement de 2 ligues qui étaient finalement assez différentes. Et il faut savoir que ce regroupement n'a pas été si facile que cela. Et il s'avère que la mécanique commence à bien prendre actuellement. Nous avons 5 comités qui sont aussi très très différents, avec des tailles très différentes. Les Alpes du Sud qui est le plus petit avec 1400 licences. Le Vaucluse avec environ 3000 licenciés, le Var avec 6500 et les Alpes-Maritimes avec 7500 et puis le gros c'est les Bouches-du-Rhône, qui ont réussi à atteindre 11 000 licenciés, qui en ont perdu un petit peu de pluie. Il faut savoir que la fusion s'est faite
dans un climat difficile, avec des élections qui ont apporté des difficultés, chacun voulant de toute façon ressortir de ce scrutin, et les clubs ont tranché. Les clubs ont tranché de façon très très claire, puisque l'équipe qui a été mise en place est, je crois, représentative du territoire, et c'est quand même ça le plus important, avec une ambition de faire que cette ligue réunie soit une ligue forte, et on en a tous les atouts, avec de grands clubs, des clubs un peu plus petits, des clubs petits mais qui ont une grosse importance. Et moi je suis très attaché au territoire, et je tiens vraiment à ce que tous les clubs aient leur part sur ce territoire. On aura l'occasion peut-être d'en reparler un petit peu plus en détail. Donc on a perdu un peu de licenciés depuis cette fusion, ce qui est regrettable, parce que moins de licenciés, c'est moins de basket, c'est moins d'influence, c'est moins d'argent, c'est aux yeux des collectivités territoriales, c'est plus difficile. Donc pour le moment, on est sur une dynamique de 26 500 licenciés, alors que nous étions les deux ligues séparées, on était quasiment 28 500, donc on a perdu à peu près 2000 licenciés. L'aspect positif, c'est que nous avons des clubs nouveaux qui arrivent, et donc on se charge de les booster, et peut-être qu'on y reviendra aussi. Il y a 3 clubs nouveaux là qui viennent d'arriver, des tout petits pour le moment, et j'espère qu'ils vont prendre leur envol. Apt dans le Vaucluse, et il y a longtemps qu'on n'avait pas créé un club dans le Vaucluse. Malmort dans les Bouches-du-Rhône, et puis Colomar qui est au-dessus de Nice dans les Alpes-Maritimes, et puis des clubs 3-3 aussi qui arrivent. Donc la santé pour le moment elle est bonne, mais il y a besoin de booster tout ça, et on a mis plein d'actions en place pour essayer de booster tout ça. Alors merci Jean-Pierre. Justement, la première question qui nous vient, c'est comment vous allez faire pour développer cette nouvelle ligue? Quels sont les axes de croissance et de développement pour cette nouvelle ligue? Alors, il y a plusieurs aspects. Nous avons une délégation du ministère d'abord par l'intermédiaire de la Fédération française, puis la Fédération française qui nous délègue un certain nombre de pouvoirs. Nous sommes là quand même pour appliquer la politique fédérale. En aucune manière on peut faire n'importe quoi. Il y a des grands axes. L'un des premiers, c'est évidemment d'aider nos clubs, de soutenir nos clubs. Alors ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça passe par tout un tas de mise en place de propositions de formation pour nos élites, pour nos joueurs et joueuses, et les jeunes joueurs. Alors, nous avons 2 pôles actuellement qui connaissent des résultats divers et variés. Il faut signaler quand même que le premier résultat que nous avons eu, c'est quand même une médaille de bronze pour nos filles au TIL à Lons-le-Saunier au mois de juin de cette année. Donc c'est très très encourageant. Avec un peu plus de difficultés sur les garçons, des difficultés intrinsèques aux pôles eux-mêmes, avec des problèmes où il faut se battre avec les autres sports. Malheureusement, c'est ce qui aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Donc la formation, c'est un axe primordial. Et évidemment, on soutient tout ça, et on a embauché des personnes qui sont arrivées pour succéder à des gens qui sont partis pour des raisons diverses et variées. Donc on a embauché Mathias Manka, qui est l'entraîneur du BMAV, donc on pourra d'ailleurs là aussi y revenir, quelqu'un de très très bien, de très compétent, qui arrive de la région lyonnaise mais qui était issu déjà de chez nous. Et puis on a donc des techniciens répartis sur les 2 pôles. Donc la formation, c'est un axe important. La formation, elle ne se limite pas aux joueurs. Il y a toute la partie de la formation des cadres qui est assurée par nos CTS et CTF, donc qui est une part très très importante des axes de développement. Et puis dans les axes de développement, il y a évidemment l'avènement du 3-3. Je pense qu'aussi on aura l'occasion d'en reparler au cours de cet entretien. Le 3-3 qui est donc discipline olympique pour Tokyo l'année prochaine. Et on a appris cette semaine, hélas, que l'équipe de France garçons et l'équipe de France filles doivent passer par un TQO. Et donc ça, c'est un petit peu la mauvaise nouvelle, la mauvaise surprise, notamment auprès des filles, parce qu'on pensait que les filles allaient être qualifiées assez vite. Et de part, on a quand même 10 des meilleures joueuses internationales sur les 100 meilleures joueuses françaises. Les 100 meilleures joueuses mondiales, il y a 10 françaises. Mais donc, il va falloir passer par un TQO, et un TQO avec des équipes très solides,
Là, la difficulté pour se qualifier pour Tokyo. Les garçons, eux, l'équipe 5-5 et garçons, eux, sont qualifiés, puisque grâce aux résultats obtenus en Chine, la deuxième nation européenne, on s'est qualifié brillamment et à la clé avec une belle médaille qu'il faut souligner parce que c'est pas rien. Nos filles, l'équipe nationale féminine au mondial a terminé deuxième. Hélas, il faudra aussi passer par un TQO. Formation des joueurs, formation des cadres. Il y a évidemment la formation de nos officiels, parce que toute la partie de nos officiels, c'est quelque chose de primordial. Nous manquons d'arbitres. Nous manquons d'arbitres pas simplement en PACA, nous manquons d'arbitres sur tous les territoires français. On est en déficit. Et il y a eu, malgré un plan important, avec une charte des officiels qui a été discutée maintes et maintes fois, mais qui apporte évidemment beaucoup quand même. Et il y a un effort qui doit être fait et les clubs doivent être persuadés que le basket se fait non pas pas qu'avec des joueurs, pas qu'avec des entraîneurs, mais il faut aussi des arbitres. Il faut des arbitres, il faut des OTM, il faut des statisticiens. Le basket est exigeant à ce niveau-là. Et puis vous savez qu'on a des règles qui évoluent peut-être un peu trop de temps en temps, qui complexifient la compréhension du public parfois. Et puis la dernière formation, ce sont les dirigeants. On vient de terminer la semaine dernière les Automnales, qui est un week-end consacré à la formation, et notamment la formation des dirigeants. Et on a eu un certain succès, puisque nous avons obtenu, il y a eu 237 personnes qui sont venues à ces Automnales. Donc ça, c'est un bon résultat. Donc la formation au sens le plus large, promouvoir et développer le basket. La difficulté, c'est les moyens financiers qui se raréfient de tous les côtés, avec des collectivités territoriales qui deviennent de plus en plus frileuses à subventionner le sport et notamment le basket pour ce qui nous concerne. Donc des difficultés qui s'amoncellent, et il faut savoir que l'économie du sport en général, elle évolue et elle va évoluer forcément. Donc ça aussi, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Voilà. Merci Jean-Pierre. Olivier, je vais te laisser la parole puisqu'on va aller vers un nouvel invité. Oui, on va tout de suite enchaîner avec Olivier Ruiz, voilà, manager général du SMUC, entre autres, directeur technique. C'est un grand mot, manager général, d'accord. On est manager sportif, on va dire qu'on va ouvrir un petit peu le parapluie. Directeur technique, ça peut être aussi un grand mot ici, puisque de la direction technique, j'ai des personnes compétentes, des entraîneurs compétents, et mon rôle va être de subvenir à certains besoins de ces entraîneurs pour continuer à développer la formation. Justement, voilà, l'importance de l'émission, c'est que les gens répondent présents à nos invitations. Ce que vous avez fait, c'est aussi qu'ils parlent de leur club. On donne du temps de parole pour que les gens parlent de leur club. Donc j'aimerais que tu nous parles un peu plus du SMUC, savoir combien il y a de licenciés. Toi, savoir depuis combien de temps tu es aussi au club. Savoir que Olivier Ruiz est aussi un ancien joueur de haut niveau qui a côtoyé des très bons clubs, dont notamment l'Asvel, excusez-moi, je suis obligé de le dire. Voilà, qui a aussi plusieurs casquettes, puisque Olivier était agent aussi passé un certain temps. Voilà, donc j'aimerais que tu nous parles un peu du club du SMUC, dans sa genèse. Donc pourquoi l'accent est mis sur la formation? Alors l'action a toujours été mise sur la formation. Avant que j'arrive au SMUC, avant que le stade Vélodrome soit construit, on avait un président qui s'appelait Jean Aquaviva. On a toujours un président d'honneur qui s'appelle Jean Aquaviva, qui est un membre à part et qui a toujours voulu que la formation SMUCiste, que les joueurs de l'équipe première soient des joueurs formés au SMUC. Donc c'est toujours très difficile d'arriver à un certain niveau, d'amener des jeunes à être formés en équipe première, qui sont en équipe première. Et une fois que Jean Aquaviva est sorti de son rôle de président, ça a été repris par Carlos Cardozo après une petite période transitoire. Et Carlos Cardozo a toujours ce même axe de formation qui est lié au sport et à la formation du jeune joueur et de la jeune joueuse. Oui, donc, je voulais y venir aussi, parce que moi, c'est vrai que l'image du SMUC pour coacher, notamment contre vos équipes garçons depuis aussi un certain moment. Je voulais que tu me parles un peu plus de la formation au niveau des filles, ce qui se passait au niveau des filles, si vous étiez aussi actif. Alors, déjà, on va parler
Juste un petit peu des apartés sur les garçons, puisqu'on a quand même 10 entraîneurs qui sont brevetés d'État ou CQP maintenant, puisque ce sont les nouveaux diplômes. Donc c'est pour ça que je reviens à l'idée de dire que mon rôle n'est pas d'apporter une compétence alliée, une expérience certainement, mais d'amener que ces personnes soient dans les meilleures conditions d'entraînement. Sur les filles, le projet est initialisé depuis peu de temps, beaucoup moins de temps, mais depuis la sortie de route du PABA, depuis que des clubs on n'a plus de clubs de haut niveau sur le secteur féminin, donc quelque part il faut redynamiser un petit peu tout ça, alors qu'on a quand même des jeunes filles qui sont parties, qui ont été au pôle et qui sont parties jouer sur une certaine élite à l'extérieur. Donc pourquoi pas au niveau de la région PACA. Maintenant, on est au SMUC. SMUC, c'est un club universitaire, donc on n'a pas forcément les moyens ou les possibilités que d'autres clubs peuvent avoir. Par contre, on a aussi un entraîneur qui s'appelle Vincent Bouscarbiès, qui est un entraîneur emblématique, qui est en même temps à la faculté de Lumini, qui développe des projets d'intégration de ces jeunes filles, et c'est un point fort chez nous. Donc Vincent Bouscarbiès est l'homme fort, et il est assisté cette année par Kevin Courte, qui s'occupe de la PNF, mais qui est devenu plus qu'un assistant. C'est lui qui développe tout le projet initial de la section féminine. Là aussi, en discutant et en t'écoutant, Olivier, tu mets un point important. Ce que j'aime aussi dans le club du SMUC, c'est qu'on sait utiliser les joueurs qui ont eu un vécu, qui ont une identité du SMUC, puisque tu as parlé de Vincent, on peut aussi parler de Lionel qui est là, qui est au club depuis un certain nombre d'années. Donc vous avez réussi aussi à capitaliser sur ces joueurs qui sont capables de véhiculer un peu cet esprit que le club du SMUC veut transmettre aux jeunes. Et ça, je trouve que c'est important au niveau de la formation. Oui, de toute façon, en arrivant, comme tu le disais, j'ai un vécu, un passé de joueur professionnel. Je suis arrivé au SMUC, on m'a dit, on travaille sur d'autres valeurs. Alors, peut-être que ces valeurs aussi, initialement, je les avais. Mais le point fort du SMUC, c'est d'amener un joueur à se former, mais en lui trouvant des moyens scolaires, universitaires, pour qu'il réussisse sa vie. Donc on n'a pas ces moyens financiers, parce que déjà on n'est pas forcément suivi par la municipalité. Jean-Pierre le disait, de moins en moins les collectivités territoriales, locales, départementales donnent des subventions. On a eu un sponsor, qui est monsieur Luc Bouvet, par la société Eiffage, qui nous a aidés, mais quelque part, on sait où on est. Donc, on a d'autres moyens, et le moyen, c'est la formation, c'est le scolaire, c'est l'universitaire. Et là, je pense qu'on est très fort sur la région. J'en profite pour rebondir, puisque tu parles un peu de l'aspect financier qui est difficile pour tout le monde. Ça, c'est une vérité, c'est clair et net, et je pense que ça sera de plus en plus délicat pour tous les clubs que nous sommes. On a entendu, et ça fait pas mal de bruit l'an dernier, que les frères Pietrus mettaient un peu un pied au SMUC. On en est où? Est-ce que c'est toujours d'actualité, ou alors est-ce que le projet est mort-né? Non, le projet n'est pas mort-né, puisqu'ils ont re-signé sur une deuxième année. Par contre, bien sûr, il y a beaucoup de questions. Est-ce que l'intérêt de Michael Pietrus, parce que c'est lui le principal acteur, et il est entouré d'une équipe. Est-ce que le projet est de développer le basket sur Marseille et se donner les moyens de développer ce projet à Marseille? Ou est-ce que c'est un coup de pub pour arriver sur une deuxième métropole de France, ou troisième, parce qu'on n'a jamais su entre Lyon et Marseille qui était là-dessus. Les supporters de l'OM diront toujours que c'est Marseille la deuxième, voire la première. Mais j'ai mon avis sur la question, mais je te laisse. Exactement. On ne sait pas si cet investissement va être financier pour développer un projet de formation pour arriver au meilleur niveau possible. C'est là un petit peu actuellement l'attente.
On sait que eux aussi sont un petit peu en retrait. Il faut dire qu'ils ne sont pas non plus les seuls responsables, c'est qu'on a une collectivité locale où, à part le football, les autres sports ont du mal à vivre. Je le sais pour les avoir vécus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu le volley qui est arrivé à un certain niveau, on les a pas suivis. Le hand est sorti du contexte marseillais. Le basket, pourquoi pas, mais ça ne suit pas derrière. Donc moi, on m'a toujours appris que pour avancer, il fallait quand même trois éléments majeurs. Hein. C'est le nombre de licenciés, c'est les subventions aux collectivités locales, territoriales et autre chose, et le sponsoring. D'accord ? Pour l'instant, il y en a deux qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on recherche. Et donc par rapport à ça, c'est ce qui explique qu'il n'y ait pas un autre club phare à part l'OM au foot qui arrive à se développer sur Marseille. Parce que tu l'as dit, il y a eu le hand il y a quelques années, mais ça a duré un certain temps. Le volley, tu vois, moi j'étais même pas au courant. Parce que nous, on a tous cette question, pourquoi on n'arrive pas à avoir un grand club à Marseille, comme tu l'as dit, qui est pour moi la troisième plus grande ville de France. Et c'est quand même une aberration quelque part. Oui, parce qu'on est à Marseille. D'accord. Comme tu le dis, oui, je suis ici du Pays de Loire, qui est quand même la région avec le plus grand nombre de licenciés, si je ne me trompe pas. Le Lyonnais que tu connais aussi, il y a une dynamique qui est liée, mais cette dynamique, elle vient aussi par rapport à des élus. D'accord. On passera tout à l'heure à Sapella, et je connais très bien Nicolas Isnard, d'accord, qui a cette volonté de développer le basket sur Salon de Provence. À Marseille, il n'y a aucune volonté de développer le basket. Parce que pour moi, c'est là où, c'est vrai que tu parles du Lyonnais, moi je peux plus facilement en parler. Nous à Lyon, il y a l'Asvel. L'Asvel, c'est une entité, ça a un vécu, ça parle aux gens. Et malheureusement, je pense que pour qu'on puisse développer un peu plus le basket dans le secteur, il faudrait qu'on arrive à avoir une équipe référence. Alors je sais que Fos fait du très bon boulot, voilà. Malheureusement, il leur manque une intériorité pour avoir justement un peu ce reconnu et cette notion d'équipe phare que peut avoir l'OM en foot, ou que peut avoir l'Asvel ou l'OL sur Lyon par exemple. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'arrive pas justement, parce qu'il y a un potentiel que vous utilisez à merveille, je trouve, sur les jeunes au niveau du SMUC. Vous avez aussi la capacité, comme tu l'as souligné, au niveau formation, parce que je pense que vous avez des partenariats, et ça c'est ma prochaine question, au niveau scolaire. Comment ça se passe au niveau collège? Tu m'as même parlé de partenariat avec l'université, donc c'est vraiment intéressant, vous pouvez vraiment avoir un vrai suivi sur les jeunes du SMUC. Oui. Carlos Cardozo a signé des partenariats avec le lycée Jean Perrin, Bartavel, qui sont des lycées qui ont été champions de France l'année passée, ou vice-champions de France scolaire, pardon, tout de suite, mais j'anticipe sur cette prochaine année. Donc là-dessus, on a un sport-études sur les plus jeunes. Je ne vais pas dire qu'on fait concurrence au pôle, mais on est sur les mêmes tranches d'âge, parce que le pôle c'est quand même 12 éléments. Nous on en a plus, on commence un petit peu plus tôt sur les sorties de U11, U13, U15. On a un centre de formation qui est géré par Mocanté. Le sport-études est géré par Antonia Martinez, qui fait du très très bon travail. Mocanté, assisté par Jean-Jacques Henrich, font du très bon travail sur le centre de formation. C'est-à-dire que cette filière de formation, elle part dès les U13 là-dessus, où on a beaucoup de joueurs qui sont issus des sélections départementales. Et il en arrive aussi. Et je remercie aussi les autres clubs qui nous amènent. Ça, c'est le point qui a changé. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, les clubs ne voulaient pas. Vous voyez, on envoie au SMUC, ça y est, on les a plus, etc. Maintenant, ils ont compris la démarche que un bon élément, il faut l'amener dans une des meilleures équipes pour qu'il commence à s'affirmer, qu'il évolue. Et donc, cette filière de formation, elle est présente jusqu'à l'université, où là, Vincent Bouscarbiès fait le nécessaire, que ce soit les garçons ou les filles. Et on aimerait faire la même chose chez les filles. Ma dernière question, avant qu'on laisse la parole à Loïc et qui discute avec notre invité, c'est justement, tu l'as signalé, il est difficile de passer de U18 élite à votre équipe première nationale 2, parce que je pense que pour moi, il y a vraiment un écart entre ces niveaux.
quelle est la perspective pour ces jeunes qui arrivent en fin de parcours chez vous en U18? Alors je sais que vous avez une équipe en PN qui a eu des super résultats l'an dernier, qui était limite de monter en National 3, il me semble, tu me diras si je raconte des bêtises, Olivier. Voilà, qu'est-ce que vous proposez à ces jeunes? Est-ce qu'il y a quelques jeunes qui font partie du groupe de l'équipe première et qui vont aux entraînements pour densifier un peu le groupe? Quelle est la vue du club par rapport à ça? Oui, on a déjà une équipe PNM qui, bien sûr, qui est aux portes de la National 3. Par contre, c'est pas l'objet de dire cette équipe elle doit monter en National 3. L'objet, c'est d'affirmer ces U17, U18 à évoluer en PNM avant d'aller évoluer plus haut. Et puis il y a peut-être certains qui vont être en PNM et qui vont partir l'année suivante en National 3, National 2 dans d'autres clubs. L'idée, on a samedi soir, il y a eu match contre Golfe Juan qui était premier. On en reparlera certainement dans les résultats. Il y avait quand même 4 éléments qui étaient formés au club, dont le retour de Romain Poinas, qui donc est formé au club, qui a fait les sélections France, qui est parti parce que on ne retient pas aussi les joueurs, c'est toujours dans la même logique. Il est revenu pour continuer à affirmer ses études. On a 3 autres joueurs qui étaient présents là-dessus. Donc sur un groupe de 10 joueurs, 10 éléments, le coach Marty a fait jouer 4 éléments qui sont formés au club. Donc les passerelles, elles y sont. Elles n'y étaient pas les années précédentes. Déjà, le niveau de jeu, de compétences a élevé, mais elles y sont. Donc, chez les filles, c'est exactement pareil, d'autant plus facilement que les filles, il y a plus de possibilités de l'assumer. D'accord. On te remercie, Olivier. Je passe la parole à Loïc. De rien. Merci Olivier. Donc on va enchaîner avec Kevin, joueur bonsoir de notre équipe première à l'USAP. Avant tout, pourquoi tu es venu signer à l'USAP cette année? Je suis venu signer à l'USAP cette année, ça s'est fait très tardivement. Le coach m'a appelé plusieurs fois, ensuite j'ai eu les différents présidents au téléphone. Ils m'ont proposé un projet très intéressant pour continuer à évoluer individuellement et pouvoir être dans un collectif et avoir plus de responsabilités que je n'avais en Pro B. Donc c'était quelque chose de très important pour moi. Avoir un petit peu plus de responsabilité. Donc c'est ce qu'on proposait ici. Donc j'ai tout de suite eu un bon feeling avec François. Donc voilà, ça s'est fait, de fil en aiguille, j'ai atterri à Avignon. D'accord. Donc Évreux, là où tu étais l'année dernière, en Pro B. Je pense évidemment à mon meilleur pote Florent Tortosa, que tu as certainement croisé. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de la différence entre la National 1 et la Pro B. Il y a des différences entre la National 1 et la Pro B, c'est vrai. Si on peut parler dans le jeu, il y a beaucoup plus d'espace en Pro B parce qu'on va dire qu'il y a beaucoup plus de shooters, il y a beaucoup plus d'espace. Là, je vois parce que actuellement je suis blessé donc je peux pas jouer, mais sur les premiers matchs de saison régulière que j'ai joué, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup moins d'espace, qu'il y a beaucoup plus d'aide. Mais après, les niveaux ne sont pas. Il n'y a pas une grande différence de niveau. Il y a des très très bons joueurs en National 1 qui pourraient très bien évoluer en Pro B sans aucun problème. D'accord. Et du coup, que penses-tu de ce bon début de saison de l'USAP? C'est une très très bonne chose. Je pense qu'on ne nous attendait pas à ce niveau-là sur le début de saison. On a 5 victoires pour 3 défaites, dont 3 défaites et ça s'est joué à très peu de choses. On perd, j'ai le souvenir qu'on perd à la maison contre Saint-Vallier de très peu alors qu'on aurait très bien pu le prendre. Et donc on fait un très très bon début de saison. À ce jour, on a apprécié du beau basket. François a les ingrédients en tout cas pour vous faire jouer tous ensemble. Chose qu'on n'avait pas forcément avant. Aujourd'hui, on a des joueurs qui jouent les uns pour les autres. On a une vraie équipe, un vrai groupe. Et pourtant, malheureusement pour toi, tu es blessé. Comment tu le vis? Où en es-tu au niveau de ta blessure? Et quand seras-tu de retour sur les parquets? Donc oui, actuellement je suis blessé depuis maintenant, on va dire 3 grosses semaines si je ne dis pas de bêtises. Je le vis comment? Il faut être patient. Quand on est blessé, il faut être patient pour bien se soigner et ne plus avoir ces petits pépins physiques durant la saison. Donc il faut être patient. Le staff médical fait du bon boulot avec moi. Donc j'espère être de retour très rapidement. J'espère une quinzaine de jours, j'espère que je serai de retour sur les parquets. Après on verra comment ça évolue. Mais c'est vrai que
Je le vis bien parce que je vais quotidiennement aux entraînements, donc je fais toujours partie du groupe. Ça, je sens pas une différence, mais bon, c'est vrai que j'en ai marre d'être sur le côté et moi, ce que j'ai envie, c'est de jouer, donc j'espère revenir le plus vite possible. Très bien. Dernière petite question, comment tu vois la saison de l'USAP? Est-ce que dans votre groupe, au sein du groupe, vous avez un objectif qui est élevé? Alors, au club, on essaye de terminer poule haute. Est-ce que vous avez d'autres ambitions ou pas? Et si oui, quelles sont-elles? Pour l'instant, on prend match après match, on voit ce que ça donne. Donc là, comme sur les 8 premiers matchs championnat, on fait 5 victoires, des grosses victoires avec la manière. Donc je pense pas que pour le moment on soit dans une optique de poule haute, poule basse, poule intermédiaire. Je pense qu'on est plutôt prendre les matchs les uns après les autres et voir où ça peut nous mener. Mais je sais qu'on peut faire de très belles choses avec cette équipe. On a un très bon groupe, on vit très bien ensemble. Comme tu le disais, on se passe très bien le ballon. Je pense que tout le monde se passe bien la balle, tout le monde a envie de jouer les uns pour les autres. Le coach essaye d'impliquer tout le monde, personne n'a un très très gros temps de jeu. Le coach essaye de donner des responsabilités à chacun d'entre nous, donc je pense que ça c'est une très bonne chose aussi. Et on voit dans les meilleures équipes, c'est les équipes où les temps de jeu sont les mieux répartis. Donc pour le moment, on ne se pose pas de questions poule haute, poule basse, et on essaye de prendre les matchs après les autres et de prendre le plus victoire possible, et on verra où ça peut nous mener. Merci Kevin, on espère évidemment vous voir nombreux supporters pour le prochain match de l'USAP. Je vais passer la parole à Olivier pour Alex et notre dernier invité. Oui, pour compléter ce que dit Loïc, le prochain match de l'USAP aura lieu en semaine, un mardi soir, le 12 novembre, contre nos amis d'Andrézieux de la Loire. Oui, on va finir ce petit tour de table avec Alexandre, que je remercie particulièrement parce qu'il avait un entraînement de programmé ce soir. Et pour venir avec nous, il a supprimé la séance. Donc je sais que les anciens comme Don et Aaron ont dû être contents. Mais lui, en tant que technicien, je pense que vraiment ça a dû lui coûter. Donc on le remercie encore. Il ne fallait pas dire ça en fait. Parce qu'ils avaient gagné, je vais redonner la soirée. Alors maintenant, s'ils sont en train de regarder, je suis mal. Ouais. Alexandre, avant que tu nous parles du Sapella et de ta double casquette qui moi m'intéresse fortement, j'aimerais que tu nous expliques un peu ton parcours parce que comme je l'ai dit en début, tu as la double nationalité franco-américaine. Donc j'aimerais un peu que tu nous expliques combien de temps tu as vécu en France, aux États-Unis, et que tu nous expliques un peu ton parcours pour qu'on puisse comprendre le technicien que tu es devenu. Rapidement, hein, Alex. Hein. Alors, je suis né à Aix-en-Provence, il y a 47 ans, d'une mère américaine et d'un père corse. Et après, j'ai déménagé aux États-Unis à l'âge de 7 ans, où j'ai vécu aux États-Unis jusqu'à 23 ans, où j'ai joué au basket, au football américain, un petit peu au baseball et tout ce qui se faisait là-bas. Et puis, je suis revenu en France à l'âge de 23 ans pour jouer au basket. Et puis, en même temps, on m'a donné des équipes à entraîner à l'époque. C'était pas prévu. Je sais pas ce que je cherchais à faire, mais on m'a tout de suite donné une équipe de cadets. Donc ça s'est super bien passé avec, comme je dis souvent, avec les parents autant qu'avec les joueurs. Parce que quand on passe une bonne saison, souvent, c'est parce que les parents sont très très bien, et j'ai eu beaucoup de chance. Je me rends compte au fur et à mesure, on va dire, que j'ai eu beaucoup de chance avec mes équipes de jeunes que j'ai eues dans le passé, parce que j'ai souvent joué et coaché une équipe de jeunes ou une équipe de filles dans un club qui jouait le dimanche, et comme ça moi je pouvais jouer le samedi. Et j'ai eu de chance avec les parents qui ont été formidables et qui ont fait en sorte que les saisons se passent très bien, peu importe le résultat sur le terrain. Donc j'ai joué sur la région de Tarbes, Toulouse, en entraînant des cadets France ou des filles en pré-nationale. Et puis voilà quoi, après on va pas faire tout le... Non, tu as joué à quel niveau en tant que joueur, le plus haut niveau auquel tu as joué? National 2. National 2, d'accord. Dans mais plutôt National 3, pré-national quoi, comme joueur la plupart du temps. Le plus haut niveau c'était un National 2. Maintenant j'aimerais que tu nous expliques quel point positif tu tires de ta culture américaine et ta culture française. Parce que forcément, tu dois être un mélange des deux en tant que coach. Oui, je dirais côté mental, côté positiver, côté donner confiance, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais
de style de jeu, culture de jeu, après façon de voir des choses, façon de penser. Voilà. Après, moi je laisse jouer beaucoup. Voilà, je n'interviens pas. Il y a un langage, certains langages que j'aime et que j'aime pas. Je fais un mélange des deux, de cultures. Ce que je trouve bien aux États-Unis et ce que je trouve bien en France, parce que je trouve qu'on fait de la très bonne formation en France aussi. Donc j'essaie de faire un peu le mélange des deux. Après, j'ai eu la chance de côtoyer des entraîneurs de l'INSEP. Donc quelqu'un que je fais souvent référence, Pascal Pizan, qui a eu Céline Dumerc et Tony Parker jeune, qui m'a beaucoup influencé, Damien Leroll, donc des entraîneurs, et puis je côtoyais bien sûr Fred Fortet à Limoges, donc j'ai pu côtoyer ces personnes-là qui m'ont apporté beaucoup, quoi. D'accord. Et maintenant, ma question, je t'avouerai que quand j'ai vu que tu signais au Sapella, j'ai été surpris. Je me dis Alexandre Casimiri, coach pro, qui a connu la N1 pendant de nombreuses années, qui a connu la Pro B, qu'est-ce qu'il vient faire à Salon National 2? Ben, j'ai oublié de citer un autre entraîneur, c'était Rémi Juita. Qui m'a aussi appris pas mal de choses. Rémi est un ami qui m'a beaucoup aidé dans la réussite que j'ai eue à Tarbes, que ça soit en tant que conseiller, on va dire, ou qui m'a permis d'avoir pas mal de très bons joueurs en évitant quelques agents de temps en temps, parce qu'on n'avait vraiment pas beaucoup de moyens. Donc il fallait faire avec les moyens qu'on avait, donc j'ai pu avoir beaucoup de joueurs grâce à lui, et beaucoup de la réussite que j'ai eue à Tarbes et que Tarbes a eu, c'était beaucoup grâce à Rémi. Donc je suis dans une situation un peu particulière à Charleville, dans un impasse, où j'ai eu quand même quelques propositions dans des clubs de National 1, mais je ne voulais pas retourner dans des clubs où il n'y avait pas de moyens. Et Rémi m'a parlé de Sapella et d'un projet qui se mettait en place, d'un maire qui était dynamique, d'une ville qui était dynamique aussi, qui progressait, qui avançait, il y a quelque chose qui m'avait fait tilt dans son discours, c'est qu'il m'a dit qu'il hésitait de déménager à Salon, alors que là où il habite, ça lui va très bien. Alors je me dis, s'il était prêt à déménager là où il est, je trouve que c'est très sympa. Ça voulait dire quelque chose. Après, j'ai rencontré les présidents et il me semblait qu'il y avait quelque chose qui se mettait en place, qui était intéressant. Il y avait un partenariat avec Foss. Et je pensais que c'était une bonne idée pour la famille, pour moi, pour aller dans un endroit où il y avait quelque chose de cohérent, un partenariat et un meilleur dynamique. Et puis, il n'y avait pas une concurrence avec d'autres sports. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres sports à Salon, mais je dis qu'il y a souvent, là où j'étais, il y a une concurrence soit avec le rugby, le foot, ou avec une autre équipe féminine ou quoi que ce soit. Et là, je pense qu'il y a une place à Salon pour le basket, pour créer quelque chose de sympathique. Peut-être pas à des niveaux extraordinaires, mais au moins une ambition pour aller en National 1, qui est un niveau que je connais bien et que je trouve que c'est un niveau très sympathique. Comme disait Kevin tout à l'heure, qu'il n'y a pas un énorme écart avec la Pro B, à part, moi je trouve qu'il y avait un impact physique entre les deux niveaux qui n'était pas négligeable, qui m'a frappé par rapport aux deux niveaux. Mais voilà quoi. Oui, Alex il minimise son job. Moi je peux vous dire qu'il a fait du très bon boulot à Tarbes-Lourdes pour les avoir joué un paquet de saisons National 1. Il a fait vraiment du très bon boulot là-bas. Donc c'est pas que grâce à Rémi qui lui a placé des joueurs. Il faut rendre à César ce qui est à César. Justement, comment trouves-tu ce niveau de National 2 en poule A? Parce que nous on y était l'an dernier avec l'USAP et j'aimerais avoir ton avis, ton point de vue là-dessus. Je le trouve cohérent. Il y a des très bons joueurs dans certaines équipes et ça dépend des clubs et les moyens des clubs, comme on disait tout à l'heure. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas que les moyennes financières. Je pense qu'à partir du moment qu'il y a une formation qui se fait et qu'on peut intégrer les joueurs du club et puis Nosmos et tout ça, c'est tout un ensemble. Après, je trouve que le niveau est quand même un ton en dessous de la National 1. Je pense qu'il n'y a vraiment pas photo entre les deux niveaux. Il y a quand même un sacré écart, même, je dirais, pour pas vouloir vexer qui que ce soit, mais il y a quand même un gros écart. La preuve, c'est que quand on fait un match amical contre Avignon, alors qu'ils sont loin d'être complets, on sent l'écart, on sent l'impact physique, on sent le QI
et le niveau du joueur. Voilà, c'est pas un niveau que je connaissais bien parce que j'ai fait qu'une seule année en National 2. D'accord. Et donc je le redécouvre, et ça la dernière fois c'était il y a à peu près 7 ou 8 ans que je l'ai vu, quoi. Donc pour l'instant j'ai fait que 7 matchs, donc je découvre le niveau de National 2. Je ne connais pas bien encore. Voilà. Non, parce que moi je trouve que chaque équipe de N2 a quand même un joueur qui a joué un voire 2 crans au-dessus, et ça c'est quand même ça bonifie les équipes. Et pratiquement dans chaque équipe de la poule, enfin nous c'était ça l'an dernier, il y avait un joueur quand même majeur. Qui a 40 ans quand même. Aussi, tu as raison, mais c'est là où il doit amener son expérience et son vécu au groupe, ce qui peut aussi être intéressant. Oui, toi, en termes de quarantenaire, je pense que tu as ton lot aussi. Hein. J'en ai beaucoup, et puis ils sont précieux. Après, on se demande des fois aussi combien de temps il peut encore jouer comme ça. C'est étrange comme sensation, parce qu'on se dit, au début, on se dit, oulala, on va sur le papier, on voit ces joueurs-là, et puis après, quand on les voit jouer, quand on les voit faire des bons matchs, on se dit, mais heureusement qu'ils sont là, surtout dans le leadership, ils m'aident énormément à tenir le groupe, quoi. Donc c'est précieux. Avec leur vécu, ils apportent plus que ce qu'on voit sur le terrain. Moi, à titre perso, à chaque fois que je vois Aaron et Don, je suis content parce que c'est les seuls 2 joueurs que je connais encore qui sont en activité. Soit j'ai joué avec Don ou j'ai joué contre Aaron. Donc chaque saison, à chaque fois que je les vois, j'ai dit les gars, continuez longtemps, ça nous fait plaisir. J'en viens aussi à ce qui m'intéresse aussi dans ta personnalité, Alexandre, c'est ta double casquette et ton investissement aussi bien sur le monde professionnel que sur les jeunes. Et ça, je trouve que c'est super important. Et c'est véhiculer un peu un coach pro. Je pense qu'il a vraiment une importance, il a une image à donner aux jeunes. Je trouve ça vraiment admirable qu'à chaque fois, d'après ton parcours que tu nous as cité, tu t'es à chaque fois investi sur une équipe de jeunes. Quelle est la différence entre le coach Alexandre Casimiri qui a des pros et le coach Alexandre Casimiri qui a les U15 de l'entente Fausse Salon? C'est être capable de se retenir, mettre des choses en place qu'on fait avec des adultes, qu'on ne peut pas faire avec des gamins. Après, je pense que j'ai un langage qui est différent aussi. Je ne connaissais pas les catégories jeunes avant. J'étais CTF à Tarbes et c'est là où j'avais des cadets, mais en dessous, je ne savais même pas comment ça s'appelait les catégories, quoi. Parce que comme j'avais pas vécu ça, et puis voilà, il y a un langage qui est différent. Après, je pense que j'ai un avantage, c'est d'avoir cette double culture, être américain, qui aide beaucoup, parce que je le ressens chez les gamins que quand ils me voient, le côté américain, ça aide beaucoup, et que ils sont réceptifs à beaucoup de choses, et en étant entraîneur d'une équipe pro ou semi-pro, ça aide beaucoup aussi. Donc il y a moi ce qui me plaît dans tout ça, c'est quand les voir grandir, les voir progresser, et puis quand c'est pas forcément les très bons joueurs, je peux parler de certains qui sont en Pro B ou en Pro A aujourd'hui, mais ceux qui réussissent après dans la vie, qui n'avaient pas des gros temps de jeu et qui reviennent me voir, c'est peut-être eux qui me contactent le plus encore aujourd'hui, et c'est ça qui est vraiment qui me porte beaucoup. Je pense j'ai étudié beaucoup John Wooden, enfin entraîneur du UCLA, et il dit j'ai 40 avocats, 75 professeurs, et je sais pas combien d'autres professions qu'il a eu, et c'est les relations qu'il a eues avec ces jeunes-là qui est important. Avant, je me considérais comme un grand frère, mais avec l'âge, maintenant, on peut plus trop dire ça. Je me considère un peu comme un tonton, on va dire. Voilà, donc que je dois faire attention à ce que je dis avec eux des fois, parce que mentalement, je me vois encore jeune. Donc, mais c'est les apporter quelque chose et les voir progresser et les voir réussir dans la vie. Et souvent, ce qui est de plus gratifiant, c'est quand ils reviennent te voir en te disant que ces années-là leur a apporté quelque chose et que leur a apporté un peu de confiance et que ça leur a fait un peu rouler le mécanique dans leur vie, quoi. Ouais, moi j'apprécie énormément ton discours, je coach aussi des jeunes et c'est vrai que la plus belle reconnaissance qu'on a, c'est quand on a réussi à construire des hommes. Alors si en plus on arrive à construire des basketteurs, c'est encore mieux, mais déjà construire des hommes, je trouve que c'est super important. Et voilà, j'apprécie que ton discours soit plus porté sur l'humain que sur le technicien, surtout quand on est un coach pro. Donc encore bravo pour ton travail. Ça nous permet d'enchaîner un peu sur une transition. On va parler maintenant un peu des résultats, un peu de nos équipes phares. Alors je sais que Jean-Pierre est là en président de la Ligue PACA. C'est vrai que nous on a plutôt tendance un peu à, pour le moment, regarder un peu les équipes qui sont proches de nous. Mais il sera là et il sera là pour parler des différentes équipes qu'il représente. On va commencer peut-être par le championnat de National 1.
justement, l'USAP, Kevin, où, comme tu l'as signalé, un début de saison en canon, voilà, avec 3 défaites vraiment qui sont jouées à rien, et contre des grosses équipes, que ce soit Pontchartrain, que ce soit Chartres. Et pour avoir vu le match, je pense que Chartres, on a mieux joué au basket qu'eux. Malheureusement, le basket, ça reste un sport d'adresse et quand on ne met pas dedans, c'est difficile de gagner. Et Saint-Vallier à la maison. L'équipe a fait un gros coup ce week-end puisqu'elle a été s'imposer à Guet-de-Vosges. Voilà. On va recevoir nos amis d'Andrézieux, comme je l'ai dit, le mardi 12. Donc voilà, pour le moment on est 4e. Donc des résultats qui sont vraiment intéressants. Est-ce que vous regardez un peu justement les résultats? Est-ce que le lundi, bon Olivier, une fois que tu as fini de promener ton chien et nous faire vibrer sur Facebook, est-ce que tu regardes un peu les résultats des équipes du coin? Tiens, qu'est-ce que l'USAP a fait? Qu'est-ce que le voisin et futur adversaire Alex a fait? Est-ce que c'est des choses que vous faites? Bien évidemment, et je regardais de la Nationale 1, voire même maintenant de la Pro B, pour même plus la Pro B, puisqu'on appelle, ils appellent comment, il y a JP Elite, et la Pro B, c'est là. Ça reste la Pro B, je crois. Ça reste la Pro B, je crois. D'accord, donc c'était un... Ok, vous tenez, c'est bon. Enfin, donc ça reste la Pro B avec Fos qui actuellement donc perd de peu, mais perd quand même. Donc tu parlais de Rémi, je pense qu'il va remettre les choses au point rapidement. Je pense qu'ils ont l'équipe pour. On regarde la Nationale 1, poule A ou poule B, parce que vous êtes en poule B. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'il y a 2 poules en Nationale 1. La Nationale 2, la Nationale 3, puisqu'on a quand même 3 équipes qui sont, tu parlais proche Bouches-du-Rhône et autre chose qui sont Rousset qui est en tête de Nationale 3. Les 2 équipes d'ailleurs. La GB et Calas qui sont sur la deuxième partie de tableau, mais la GB où j'ai quand même coaché il y a 2-3 ans de ça, puisque j'ai fait des infidélités à un moment donné, quand on était en association, SMUC AGB. Donc je suis, ouais, bien sûr. Et les filles aussi, puisque Martigues en filles en National 2 et le SMUC vont se tirer la bourre, derrière Bourges qui pour l'instant a l'air largement au-dessus. D'accord. On va passer au résultat de National 2, le pool A, où on a justement souligné la performance exceptionnelle du SMUC, qui a fait tomber de parties, rebondissement. D'abord, on a tenu la dragée haute à golf toute la première mi-temps. D'abord parce que tu avais un meneur de jeu qui a été la pièce maîtresse, qui est en principe le meneur en remplaçant. C'est Antoinette qui quelque part a fait un match, ça a été le facteur X de ce groupe, mais sur l'ensemble du match. Et puis en deuxième mi-temps, Golf a bien fait voir qu'il était leader en prenant 10-11 points, et à un moment donné, Marty, le coach, et Clément, son assistant, ont fait tourner, puisque le SMUC joue à 10 joueurs, et que ce soit le 10e qui a 17 ans, 18 ans, et ben il va jouer. Et ses remplaçants ont apporté quelque chose, dont Romain Poinas, qui a été un élément essentiel une fois qu'il a pris confiance et qu'il a trouvé sa place. Oui, ça a été un super match offensif, mais des deux côtés. Ah, mais la capacité à mettre des points de golf, ça n'est plus à démontrer depuis des années. Hein. Alex, toi, donc, tu as battu Beaujolais, il me semble, ce week-end, de 10 points. Une équipe de Beaujolais qui aussi offensivement a des qualités. Enfin, l'an dernier, c'était vraiment une grosse équipe, puisque je crois qu'ils ont fini meilleur marqueur des équipes de National 2 de la poule, pour mémoire. On était juste derrière. Donc, il y a vraiment du potentiel offensif. Tu as trouvé comment cette équipe de Beaujolais? Ben, c'est ce qu'on m'avait dit, que l'année dernière, oui, ils ont fini dans les deux premiers du scoring de tous les poules confondus, quoi, mais ça défendait pas les masses, quoi, on m'avait dit. Là, ils ont recruté un nouvel entraîneur qui, je pense, met plus l'axe là-dessus. Je les ai beaucoup comparés à Golf Juin, avec le talent offensif qu'ils ont, peut-être avec peut-être 1-2 jours en moins de talent. Après, revenir sur Golf Juin,
je pense que tu peux pas trop les arrêter. Donc, si tu veux le battre, il faudrait quand même que ça soit un match offensif parce qu'ils ont quand même beaucoup de talent. Mais nous, Beaujolais, oui, on fait un bon match. On est à plus 22 à 3 minutes et quelques de la fin, avec un petit relâchement à la fin, là, ce qui est un peu dommage. Mais ouais, on fait un très bon match. L'entraîneur en face nous dit justement qu'on a l'impact physique, on a une équipe qui est physique dans le jeu, donc ça m'a fait très plaisir d'entendre ça et qu'on a vraiment bien défendu. On n'a pas très bien attaqué, malgré ce qu'on voit sur le score, mais on a eu beaucoup de balles perdues, mais on a vraiment bien défendu et ça m'a fait beaucoup plaisir de pouvoir faire un match tout de suite après derrière, parce que le non-match qu'on a fait contre Golfe-Juan, je ne dis pas qu'on aurait gagné là-bas, mais on a vraiment mal entamé le match et on était, comme j'avais dit, un peu comme des lapins devant les phares dès le début du match, quoi. Voilà. D'accord. On va passer aussi au résultat de National 3. Olivier l'a signalé. D'ailleurs, il faudra peut-être qu'on invite prochainement des gens du club de Rousset qui brille actuellement, puisque je parle sous gouverne de notre président Jean-Pierre, puisque les garçons, aussi bien les garçons que les filles National 3 sont invaincus tous les deux de chaque côté. Invaincus tous les deux. Donc Christophe Samat, encore un ancien du SMUC, décidément ils sont tous passés par là, qui fait du bon boulot avec les garçons. Et le coach des filles, Jean-Pierre, tu l'as ou pas tout de suite? Non. À Rousset, je l'ai plus non plus. Olivier, tu l'as ou pas? J'ai pas le droit de le dire. Il est trop fort, ce Olivier. Donc voilà, on les félicite pour leur début de saison, qui est vraiment, voilà, et avoir deux équipes en N3 invaincues, c'est vraiment très très fort. Je vais laisser un peu la parole à Loïc. On va peut-être enchaîner sur le quiz, parce qu'on vous a proposé, enfin on va vous proposer, on a préparé un petit quiz, un peu pour détendre un peu l'atmosphère et pour finir l'émission de manière conviviale, même si bien évidemment, Olivier, je te rassure, après il y aura le verre de l'amitié. Loïc, je te laisse poser la première question. Merci Olivier. Alors, chers invités, 5 questions. Alors c'est la première, excusez-nous, on n'est pas au point, Mathieu est un peu lent, place au générique. Bon les gars, maintenant qu'on a bien discuté, bien dialogué, place au quiz. On va tester un peu vos connaissances et que le meilleur gagne. Allez, place au générique. Du coup, 5 questions. Et la première concerne un club français. Donc la question c'est: quel est le club le plus titré de Pro A et selon vous combien de titres a-t-il? Asvel. L'Asvel, Asvel, 15 titres. 17 17, 15, 16. Alors l'Asvel, je vous dis oui. 19 Olivier, 19 titres. 19 titres pour l'Asvel. Ouais, tout à fait. Allez, on continue. Où se joue la finale d'Euroleague cette année? Olivier nous dit pas au SMUC, hein, tout se passe pas au SMUC quand même. C'est Kaunas? Non, C'était l'année dernière, non? c'est en Grèce. Athènes. Ouais, Jean-Pierre, Oh, Athènes. Tout à fait. À quand la finale en PACA, En PACA. Jean-Pierre? Bientôt. Tu nous Bientôt, tiendras au il faut courant. un petit peu d'argent. Petite question qui me tient un peu à cœur, et parce que j'ai mon ami qui s'est fait couper il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé ça vraiment rapide et dommage, mais bon, ça c'est autre chose. Qui sont les deux promus cette année en Pro A? Mais Rouen. Rouen, ouais, Et One Souf- Point. Pro A. Kevin. Rouen et Ah, Orléans. oui. exactement. Oh, C'est vrai. J'attendais que tu. Non, mais Décidément, cet Olivier est participatif, impressionnant. Il est trop fort. Impressionnant. Vas-y, je te laisse faire la quatrième. En NBA, quel joueur détient le record de points en un match? À 100 points. Will Chamberlain. c'était, comment il s'appelle? Eh ben voilà, C'est ça. on a les deux. 100 points. 100 points. Contre qui alors, puisqu'Alex, tu as l'air d'être C'est New performant? York. Oui, alors on va pousser un peu plus loin, mais vraiment pour montrer à Olivier aussi qu'il n'y a pas que le SMUC, mais à Sapela et à Fos, on est aussi compétents. La date du match? Non, je plaisante. Le 2 mars 1962. Ouais, j'aurais peut-être être pas loin de là, ça. Allez, on termine Ces Américains. avec notre cher Vincent Collet qui a remporté le championnat de France en tant que joueur puis entraîneur avec la même équipe. Quelle était cette équipe? Le Mans. Je crois que ce soir, Olivier. Ouais, il y avait Bruno, mon frère, qui joue avec. Eh oui, et c'est la génération livre, ça lui parle. Exact. À ma droite, on peut voir que les coachs sont vraiment très très forts. On n'avait pas de questions sur la Ligue de PACA, c'est pour ça que Jean-Pierre
bien évidemment, à laisser la parole aux techniciens. Et Kevin, maintenant qui est focalisé sur le championnat de N1, a oublié que l'an dernier, je m'en Pro B, a oublié que Roanne et Orléans accédaient à l'étage supérieur. Ça va être le moment de vous remercier pour cette première. Vraiment merci à vous d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu présent, mais illico presto. Ça fait plaisir. On est là avant tout pour parler du basket, parce que je pense qu'il y a besoin d'en parler en PACA. Notre président ne dira pas le contraire. Avec Loïc, on était content de participer à cette première émission. Voilà, comme on a été très bon, on met la pression sur nos collègues du rugby qui vont s'attacher à présenter leur émission la semaine prochaine. On salue Yvan qui est venu nous faire un petit coucou. Yvan et Karim, voilà, on vous souhaite que l'émission se passe bien. Et puis aussi derrière nos amis footeux, parce que bien évidemment le football aura son émission. Donc Julien et Rachid, on vous fait une bise. On vous souhaite une bonne semaine, un bon mois. On se retrouve dans un mois. C'est ça. N'hésitez pas, vous qui nous avez suivis, si vous avez des questions, des sujets à aborder, ou si vous pensez que tel club ou tel joueur, telle joueuse, tel bénévole, parce que c'est important aussi les bénévoles pour les clubs que nous sommes, on n'en parle pas assez à mon avis, ou arbitre bien évidemment, n'hésitez pas, vous avez le site bitpom.com, c'est ça, hein, je me mélange un peu les pinceaux. bigpomptv.com, voilà que Mathieu un peu plus détendu, il nous donne l'info. Voilà, on vous fait une bise, on vous remercie et n'oubliez pas chaque lundi Monday Time avec Loïc. Merci à tous, bye bye.